Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence qui inaugure tout un cycle de conférences dans le cadre du mois de l'architecture et du patrimoine. Donc aujourd'hui, nous sommes les journées européennes du patrimoine. Donc le patrimoine des médiathèques est à l'honneur puisque c'est l'occasion de sortir un des manuscrits de Christine de Pisan et donc d'accueillir une conférence sur ce sujet. Et depuis l'année dernière, donc les journées du patrimoine à Beauvais inaugurent aussi un mois de l'architecture et du patrimoine, un mois de programmation jusqu'au 15 octobre, jusqu'aux Journées nationales de l'architecture. Et nous aurons d'autres conférences de prévues. On aura aussi du patrimoine archéologique, la restauration du patrimoine, l'architecture moderne et contemporaine, puisqu'on va finir aux Journées de l'architecture avec le quartier Argentine, qui commence à faire partie du patrimoine aussi. Et donc, je suis vraiment très heureuse de vous voir aussi nombreux pour ce lancement, on va dire, du mois de l'architecture et du patrimoine. Je vais maintenant laisser la parole à Coralie Bournonville, la directrice des médiathèques. Merci Marie, donc merci parce que c'est toi qui as coordonné tout ce mois consacré à l'architecture et au patrimoine et c'est précieux voilà d'avoir cette communication d'ampleur qui a permis à chacun d'avoir connaissance de l'ensemble des événements. Voilà, il y a un gros travail de conception derrière tout ça. Merci beaucoup. C'est un grand honneur de recevoir aussi aujourd'hui Madame Jacqueline Cerchilini-Touillet pour nous parler du précieux manuscrit médiéval qu'abrite la médiathèque du centre-ville de Beauvais, l'épître d'Othéa de Christine de Pisan, que vous pouvez voir ici et dont vous pourrez vous approcher tout à l'heure. Madame Cerchilini-Touillet est un nom que connaissent, au-delà des chercheurs médiévistes, tous les étudiants de lettres. Normalienne, universitaire, membre de l'Institut universitaire de France. Elle est une chercheuse de renom qui a publié des ouvrages et des articles incontournables sur la littérature médiévale, en particulier sur Guillaume de Machaut, sur l'écriture testamentaire ou encore sur la manière dont les écrivains du Moyen-Âge tardif pensent leur activité d'écriture dans un livre joliment intitulé « La couleur de la mélancolie ». Elle a contribué à faire connaître, grâce aux éditions qu'elle en a proposées, des œuvres de François Villon, de Guillaume de Machaut et de Christine de Pisan. Elle a aussi fait naître de jeunes chercheurs en dirigeant des dizaines de thèses de doctorat. Cette carrière de recherche, qui n'est pas terminée, s'est accompagnée d'un engagement passionné dans l'enseignement de la littérature médiévale à l'Université de Genève, à la Sorbonne et dans plusieurs universités américaines, dont Berkeley et Princeton. Les étudiants qui ont eu la chance de suivre vos cours en parlent, et je peux en témoigner, avec une grande admiration et une grande reconnaissance. Ce goût pour la transmission se manifeste encore aujourd'hui dans l'enthousiasme avec lequel vous avez accepté de venir nous parler ici à Beauvais de Christine de Pisan et de son épître d'Othéa. Merci beaucoup. Merci beaucoup Coralie pour cette présentation. Merci à la médiathèque de Beauvais et à tous ces acteurs de leur invitation qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est toujours pour moi qui travaille depuis presque 50 ans sur Christine de Pisan de pouvoir la faire découvrir dans toute la dimension de son œuvre. Et la médiathèque de Beauvais a la chance de posséder un manuscrit médiéval de cette femme exceptionnelle, née à Venise en 1365, arrivée à la cour de France à l'âge de 4 ans et morte vers 1430. Christine de Pisan est l'autrice d'une œuvre impressionnante par son volume, par sa diversité et par sa qualité. Commencée avec l'écriture de poésie lyrique, des ballades, des rondeaux essentiellement, l'œuvre s'est déployée dans tous les domaines, en vers et en prose, et dans des genres divers, dits, lettres, traités, explorant des champs que la femme était réputée ne pas pouvoir atteindre, à savoir l'histoire, la philosophie, la réflexion politique et militaire. L'œuvre conservée à Beauvais, l'épître Othéa, que vous aurez la chance de voir en vrai et que vous avez la chance de voir numérisé, le manuscrit défile, donc vous pouvez en saisir page à page les illustrations. Cette épître d'Othéa date du début de la carrière littéraire de Christine de Pisan, à savoir les années 1400-1401. La carrière de Christine est resserrée sur un petit nombre d'années.
Christine ne prend la plume, et vous allez comprendre pourquoi, qu'après la mort de son mari, Étienne de Castel, gentilhomme picard, fonctionnaire royal, qui meurt en 1390 à Beauvais, de ce que l'on appelle à l'époque une épidémie, à savoir une maladie infectieuse, peut-être la peste. Et ce mari, Étienne de Castel, accompagnait à ce moment-là le roi Charles VI dans un voyage en Picardie. Il avait 34 ans et Christine en avait alors 25. Christine de Pisan cesse d'écrire au plus fort des troubles de la guerre civile qui agite la France dans les années 1418, après l'entrée des Bourguignons à Paris. Elle s'est retirée dans un couvent, sans doute le couvent des Dominicaines de Poissy, fondé en l'honneur de Saint-Louis, et elle ne reprend la plume qu'en 1429 pour célébrer la victoire de Jeanne d'Arc à Orléans. Et elle meurt sans doute quelques années ou peut-être quelques mois après. En tout cas, on perd sa trace après cette dernière œuvre. Alors, c'est une chose étonnante au Moyen-Âge qu'une femme sache et puisse écrire si elle est dans le monde, c'est-à-dire si elle n'est pas dans un couvent. Or, Christine est dans le monde, elle a été mariée, elle a 3 enfants, et c'est, vous l'avez noté, après la mort du mari, qu'elle se met à écrire, comme s'il y avait une incompatibilité réelle entre l'organisation, la tenue d'un ménage et l'activité d'écriture. Alors, comment a-t-elle appris à écrire ? Auprès de son père qui était un lettré, qui était médecin et astrologue, et que Charles V, le roi, avait fait venir de Venise, justement parce que Charles V était passionné par les horoscopes, par la médecine, mais aussi un peu par la magie. Et Christine, donc, a appris à écrire dans ce milieu lettré du père, et malgré les réticences de sa mère, donc Christine nous dit qu'elle la voulait occuper de filasse, à savoir de travaux d'aiguille, de travaux du fil. Christine de Pisan retrace son entrée en écriture, et ça aussi c'est assez neuf, c'est même très neuf en français, dans plusieurs textes de nature autobiographique. Dans La mutation de fortune, donc le changement dû à la fortune, elle évoque comment la mort de son mari, comment a déclenché, après la mort de son mari, comment elle a dû prendre la direction des affaires du ménage. Elle le dit en termes allégoriques, à savoir prendre la direction de sa nef et se faire homme. Mais se faire homme, je dirais au sens littéral, elle imagine en effet sa mutation en homme, donc avec sa voix qui devient plus grave, avec son corps qui devient plus fort, donc sur le modèle des métamorphoses qu'elle a lues dans les Métamorphoses d'Ovide. Ovide est une des grandes lectures du Moyen-Âge. Et elle va faire de la défense des femmes le combat de son existence. Elle ne rentre donc pas dans un couvent, elle ne se remarie pas, et elle se met à écrire. L'épître aux Théas, donc, date des débuts de ce chemin de longue étude, si je reprends l'image que Christine emploie au titre de l'une de ses œuvres. L'épître aux Théas, donc 1400. C'est un livre d'enseignement. C'est généralement ce à quoi on pensait que les femmes étaient destinées, si tant est qu'elles prenaient la plume, c'est-à-dire en l'occurrence les religieuses, d'écrire des livres pour l'enseignement. Et c'est ce qu'elle fait dans un de ses premiers livres. Et ce livre d'enseignement s'adresse à un jeune prince en l'âge de 15 ans. Malheureusement, on n'arrive pas à cerner exactement quel prince précis elle vise, et elle a elle-même un fils d'environ cet âge, auquel, dans la même année 1400, elle a adressé des enseignements moraux sous le titre « Les enseignements que Christine, donne à Jean de Castel, mon fils », ou
avec un autre titre dans d'autres manuscrits, Les notables moraux de Christine de Pisan à son fils. Ce qui est frappant dans l'Épître aux Théas, c'est qu'il ne faut rien moins qu'une déesse pour donner des enseignements au jeune prince, donc qui reçoit dans la fiction le nom d'Hector de Troie, le prince auquel elle s'adresse. Donc on n'arrive pas à cerner le prince précis, le jeune prince d'environ 15 ans précis, mais il est représenté dans l'écriture du livre par Hector de Troie. Et la forme adoptée est celle d'une lettre. On voit la déesse Othéa qui tend depuis le ciel, et le ciel est représenté par une nue, elle tend une lettre, on remarque le sceau de la lettre, au jeune prince sous elle. Donc la forme adoptée est celle d'une lettre qui, comme beaucoup de textes à l'époque, ça c'est assez intéressant, s'appuie sur une composition numérique, à savoir 100 histoires de Troie. Elle va évoquer 100 personnages ou 100 événements qui ont rapport à l'histoire de Troie. Donc c'est une somme sur le modèle de ce que au XIIIe siècle a paru sous le nom de Somme le roi, Somme pour le roi, de frère Laurent, d'un religieux. Mais chez Christine, c'est une somme non pas pour le roi, mais pour le jeune prince. Donc ça va être un traité d'éducation pour ce jeune prince et un traité d'éducation, vous allez le voir, à plusieurs niveaux. Chaque section, à l'origine, commence par une image, ce que le Moyen-Âge appelle une histoire. Donc le mot histoire a plusieurs sens en ancien français, et il veut dire bien sûr ce que nous connaissons sous le nom d'histoire, mais aussi une représentation imagée. Et elle fait suivre cette image donc cette histoire, d'un texte, ce qu'elle appelle le texte, qui est un texte en vers, et histoire et texte sont tirés l'un et l'autre de la mythologie. À partir du texte 6, il s'agit de 4 octosyllabes à rime suivie, et ce texte reçoit une première moralisation en prose, qu'elle appelle glose, et une deuxième interprétation, toujours en prose, nommée allégorie. Donc vous le voyez, c'est une conception ambitieuse, c'est une conception savante, et qui renvoie, c'est ça qui est fascinant, aux techniques de lecture de la Bible, avec les 2 étages de commentaires que recevait généralement la Bible. Mais là, ce qui est commenté, c'est une sorte de coup de force de Christine. Ce qui est commenté est un texte profane, et c'est un texte qui plus est de la plume d'une femme. Donc, si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'ambition de Christine. Elle prend comme modèle la Bible, mais pour un texte dont elle écrit précisément le texte et qu'elle commente avec cette mise en page savante. Et cette mise en page des manuscrits joue un rôle essentiel. Les manuscrits qui ont été écrits sous le contrôle de Christine, parce qu'elle s'est beaucoup intéressée aussi à la copie de ces manuscrits, à leur distribution, elle a même copié certains de ces manuscrits elle-même. Donc là, les manuscrits qui ont été écrits sous son contrôle mettent en valeur ce rapprochement avec la Bible, en copiant le texte en vers au centre de la page, je ne sais pas si on est dans un passage de l'Épître aux Théas, et copier en prose à gauche la glose, qui propose une interprétation morale et qui conseille l'exercice d'une vertu chevaleresque, et à droite l'allégorie, qui implique une interprétation spirituelle du texte proposé. Et Christine de Pisan joue de plus sur le rôle de l'image. Dans les manuscrits qu'elle a contrôlés, elle en explique le fonctionnement. Les images permettent, dit-elle, d'entendre en bref la signification des histoires. Ainsi, les images, elle précise, figurées en nu, sont des images de Dieu ou de déesses. Donc, les images qui sont représentées dans les nuages, ce sont des dieux ou des déesses, et
elle rend compte de plus de certains attributs. Pourquoi, par exemple, au texte 2, Attemprance, donc la modération, est figurée avec une horloge. Dans un des manuscrits donc, de Paris, on a de magnifiques représentations de l'horloge, mais vous avez ça à Beauvais, à la cathédrale, donc ça n'est pas, l'horloge n'est pas dans le manuscrit de Beauvais de l'Épître. Si on voulait parler un langage moderne, on dirait que l'Épître aux Théas est un texte multimédia. Il y a vraiment un jeu combiné, savant, intellectuel, de l'image et du texte glosé de différentes manières et mis en page pour qu'on comprenne où est le texte important, où est la glose et comment tout ceci est mis en rapport. Alors, l'intérêt du manuscrit de Beauvais, c'est que sous ces deux points, l'illustration et la mise en page, il est remarquable. Il offre la mise en page complexe, donc qui souligne le rapprochement avec la Bible et ses commentaires, à savoir le texte en vers au centre, encadré à gauche et à droite du commentaire. Ce n'est pas le cas de tous les manuscrits de l'Épître aux Théas, car le temps passant, c'est-à-dire le XVe siècle se déroulant, on arrive à copier l'Épître aux Théas sans se soucier de cette mise en page, donc en copiant le premier commentaire, la glose, sous le texte en vers, le deuxième commentaire, l'allégorie, sous le premier. C'est le cas par exemple dans le manuscrit qui est à la bibliothèque Bodmer de Genève. Vous en avez un exemplaire sur la table ici. L'Épître aux Théas de Beauvais n'est pas un texte qu'a contrôlé Christine, c'est un texte plus récent, enfin, mais qui est quand même un texte ancien, sans doute le premier tiers du XVe siècle, mais c'est un texte qui a respecté la mise en page qu'avait voulu Christine. Et c'est un texte par ailleurs où, sans espace blanc, je suis obligée de dire comme ça parce que toutes les miniatures n'ont pas été réalisées, 100 espaces blancs ont été réservés en texte de chaque histoire. Donc c'était vraiment un programme ambitieux, tel que Christine l'avait voulu, avec l'image et le texte. Mais seules, dans ce manuscrit, 40 illustrations à la plume ont été réalisées. Et illustration à la plume, là encore, c'est une technique intéressante que l'on trouve dans ce manuscrit de Beauvais. Au folio 1 verso, on rencontre une ébauche où, dans l'espace blanc, donc je ne l'ai pas compté dans les 40, ça se ferait 41, où dans l'espace blanc, en bas à droite, est figuré un blason qui est celui très souvent attribué au Moyen-Âge à Hector. Il s'agit de 3 lions couronné, assis sur un trône, tenant dans la main gauche, levée, une épée. Et on retrouve ces armoiries comme fond de l'image, telle une tapisserie, par exemple, dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale 848, dans un manuscrit à la bibliothèque d'Oxford, le Baudelaire 421. Dans le manuscrit de Beauvais, une seule miniature est enluminée, et elle correspond au texte 23, c'est-à-dire au texte qui est consacré à Diane, où la déesse apparaît dans une nue. En revanche, les commentaires explicatifs dont Christine avait accompagné au début les miniatures ne sont pas présents dans le manuscrit de Beauvais. Et alors, ce qui est plus ennuyeux, il n'y a pas de prologue ou de dédicace, et de ce fait, le nom de Christine n'apparaît jamais. Ni son nom, ni le nom du dédicataire. Ce qui se produit, c'est pour ça qu'on sait que ce texte est d'elle, dans les manuscrits les plus anciens offerts à Louis d'Orléans. Car le manuscrit de Beauvais, ça c'est un intérêt autre, mais fait partie de ce qu'on appellerait une anthologie. Une anthologie dont le thème paraît être la vertu de prudence. Il commence en effet sur un verso qui est, donc le verso d'une page, qui est numéroté 1, et il était manifestement précédé d'autres textes, parce que diverses foliotations apparaissent dans le manuscrit. Il s'arrête au folio 52, le folio 52 verso est blanc, et
Au folio 53 commence un autre texte, le livre de Mélibée et de Prudence, d'un auteur italien, Albertino de Brescia, mais écrit en français dans la traduction de Renaud de Louon. Et ce dernier texte se trouve très souvent dans la littérature à destination des femmes. Il est intégré, par exemple, dans le Ménager de Paris, à côté de Grisendis. Donc ce manuscrit de Beauvais, on aimerait en savoir plus, on aimerait en savoir beaucoup plus, et ça vaudrait que des paléologues et des historiens du livre s'intéressent à ce qui nous reste de cette anthologie avec ces deux textes, parce qu'on pourrait s'imaginer que c'est un manuscrit qui a été fait à l'intention d'une femme. Sauf que le premier texte est un livre d'éducation pour un jeune homme, mais c'est peut-être pas un contre-argument. Qui est Othéa? Épître Othéa. Qui est Othéa? Quelle est cette déesse qui est absente des répertoires mythologiques? On a beaucoup cherché, sans trouver, on a beaucoup supposé, et l'hypothèse la plus vraisemblable est celle développée par un savant italien, Gianni Mombello, ce critique qui est auteur d'un ouvrage de référence sur le classement des quelques 50 manuscrits connus de l'Épître Othéa, propose la contraction et la féminisation de l'expression ô Théos, ô Dieu, que l'on rencontre dans le répond d'un chant liturgique pour le Vendredi Saint. Ce qu'il faut retenir, c'est l'inversion verbale de Christine, qui, comme ses contemporains, aime les jeux étymologiques. Elle n'hésite pas, en quelque sorte, à créer une déesse pour faire délivrer cette épître. Et Christine donne des indications sur cette déesse qu'elle forge par l'apposition dont elle fait suivre le nom, Othéa, déesse de prudence, et par la glose avec laquelle elle commente le nom, Othéa, selon grec, peut être pris pour sagesse de femme, et enfin, par la généalogie qu'elle lui invente, Othéa a une sœur, à Temprance, la tempérance, la modération. Prudence, tempérance, on reconnaît les deux premières vertus cardinales. Le texte commence en effet, dans sa composition numérale, par l'énumération des 4 vertus cardinales, prudence, attemperance, force qui est illustrée par l'exemple d'Hercule, et justice, illustrée par l'exemple de Minos, le juge des enfers. Une autre série s'inaugure au texte 6, et c'est à partir de ce moment que le texte versifié adopte la forme canonique des 4 octosyllabes rimant en rime plate AA, BB. Cette autre série, ce sont les 7 planètes. Jupiter, Vénus, Saturne, Apollon, Phébé, à savoir la Lune, Mars et Mercure. Entre les 4 vertus cardinales et les 7 planètes, un texte, l'histoire 5, est consacré à Persée chevauchant Pégase et à l'acquisition de la renommée par le bon chevalier. Cette mise en valeur de la renommée est fondamentale chez Christine, qui la distingue toujours de la vaine gloire. Nom et renom constituent pour elle, sur terre comme au ciel, des enjeux majeurs. La série qui suit les 7 planètes concerne, vous pouvez le deviner, les 3 vertus théologales. Le texte 13, consacré à Minerve, renvoie à la foi. Le texte 14, consacré à Pallas, elle a donc dédoublé cette déesse, renvoie à Espérance. Et c'est à partir de ce texte que commencent les illustrations dans le manuscrit de Beauvais. Le texte 15 est consacré à Penthésile, la reine des Amazones, qui vient au secours d'Hector, et donc Christine fait le symbole de la charité. Et puis les textes 16 à 22 portent sur les 7 péchés capitaux, l'orgueil, illustré par Narcisse, la colère, par le roi Athamas, l'envie, par Agloros, qui jalouse sa sœur Hercée, l'histoire de Polyphème, le cyclope,
dont Ulysse par ruse crève l'œil unique. Et là, on est étonné parce qu'il y a des formes de raisonnement au Moyen-Âge qui nous surprennent. Polyphème, le cyclope, éborgné par Ulysse, ça renvoie à la paresse. Alors, pourquoi la paresse? Ce rapport n'est pas tellement facile à percevoir. On comprend que Christine veut dire que le cyclope a été trop lent à s'apercevoir de la malice d'Ulysse. Donc, vous voyez, le rapport est quelquefois un peu, pour nous, artificiel. Pour le Moyen-Âge, c'était sans doute plus évident. On faisait des rapports sans doute plus... D'abord, on connaissait mieux ces histoires et on faisait sans doute des rapports plus rapides. Alors ensuite, on a toute une série, je passe, Bacchus qui représente la gloutonie, etc. Pygmalion, enfin, qui représente la luxure. Ensuite, on a la série des 12 articles de foi. Les points du credo sont mis en rapport avec des figures mythologiques. L'aventure d'Hercule, par exemple, s'accroche aux fragments, aux segments de phrases de la prière Descendit ad infernos. Quelquefois, vraiment, le rapport entre ce qui doit être retenu et l'histoire racontée est pour nous très latéral. Mais malgré tout, ça semble fonctionner pour les gens du Moyen-Âge. Et on a ainsi toute une série de textes qui fait que, parallèlement à ces séries numériques qui correspondent à l'enseignement religieux, à des articles de foi, à des articles du catéchisme, on suit à travers l'épître aux Théens l'histoire d'Hector. Donc on a les deux aspects, un aspect, si je parlais en linguiste, syntagmatique, on peut suivre avec des trous, mais malgré tout l'histoire d'Hector, et puis de manière paradigmatique, on peut aussi apprendre les points de la religion. Donc on a quelque chose, une conception qui est assez recherchée, assez complexe, et sans doute plus complexe pour nous, parce que nous connaissons moins et la Bible et l'histoire de Troie que pour les lecteurs auxquels s'adressait Christine de Pisan. Ces deux types de construction qui s'entrelacent conjuguent, je crois, les attraits d'un récit et d'un recueil d'exemples. Et une femme dont vous connaissez peut-être le nom, une femme du XVIIIe siècle, Louise Félicité de Kéralio, qui est une grande féministe et qui a été une grande promotrice des écrits des femmes dans une collection qu'elle avait intitulée « Les meilleurs ouvrages français composés par des femmes ». Donc elle avait prévu 36 volumes et seulement 12, mais déjà 12, sont parus entre 1786 et 1789, eh bien, Louise Félicité de Kéralio a une jolie formule pour rendre compte de cette construction qu'elle ne goûte pas. Elle n'aime pas cette façon d'écrire, mais je trouve qu'elle appréhende assez justement cette construction. Elle écrit « On croit lire des livres écrits en plusieurs langues à la fois ». Et il y a cet effet, effectivement, de polyphonie, pourrait-on dire, qui est à l'œuvre dans l'Épître aux Théens. Alors, manuel d'enseignement. Je dis l'Épître aux Théens est un texte prescriptif de manière positive ou négative. Fait, ne fait pas. Il prescrit ou il proscrit. Sur les 100 exemples proposés, un seul n'est pas, à parler proprement, énoncé en forme d'injonction. Il s'agit du texte 90 où Othéa déclare à Hector « Hector, il me faut annoncer ta mort ». Christine avait pris soin, dès le texte 1, d'expliquer ce qui pourrait apparaître pour nous comme une incohérence, à savoir écrire à un héros dont on raconte par ailleurs la mort. Othéa se justifie en invoquant, c'est une déesse, son don de prophétie. Et se meouer, compter ou dire choses qui te doivent advenir, sache qu'ils sont à mes pensées en esprit
de prophétie. Les 99 exemples formulés à l'impératif se répartissent à peu près également en injonctions positives grammaticalement, que le conseil d'ailleurs soit positif ou négatif, et en injonctions présentées de manière grammaticalement négative, c'est-à-dire sous la forme de défense. Les verbes introducteurs sont du type n'oublie mi, ne fais pas, ne ressemble pas, ne vois pas, ne t'accorde pas, ne t'assaute pas. Et sur l'autre versant, sois, ressemble, mire-toi, ensuite, délite-toi. Donc, varié stylistiquement, l'enseignement donne des modèles à suivre ou à éviter qui tracent une ligne morale claire. En quoi consiste cet enseignement? Le couple armes et amour, qui était la devise même de la chevalerie dans l'idéologie courtoise, est transformé par Christine de Pisan, comme par beaucoup d'auteurs de son époque, en une triade. C'est intéressant de passer d'un duel du 2 au 3. Christine opère ce changement de deux manières. Dans l'enseignement d'Othea, elle privilégie les armes au détriment de l'amour. Elle ajoute par ailleurs au couple armes et amour un troisième élément, la sagesse. La façon qu'a Christine de faire passer les armes avant l'amour dans son éducation du jeune prince ne revient pas pour elle à faire un éloge unilatéral des valeurs guerrières. Ce qu'elle enseigne aux jeunes chevaliers, ce n'est pas le goût de la prouesse, mais l'art de la guerre. C'est une mutation notable. Il ne faut pas oublier que cet enseignement passe par la bouche de Prudence. Les conseils sont donc d'ordre stratégique. Il faut pratiquer une guerre de défense et non d'attaque. L'exemple donné est celui de l'histoire 66, la première destruction de Troie par une sortie intempestive de Laomédon et des Troyens. Mais il ne faut pas non plus uniquement se fier à la solidité des murailles. Et là, elle prend l'exemple de la prise de Babylone avec l'histoire 89. Il faut non seulement des fortifications, mais des hommes habiles. Pourtant, en dernière analyse, aucune force ne peut parer les coups du sort. Tout est entre les mains de fortune, dit le texte 97. On suit la progression du raisonnement moral de Christine au fil de l'œuvre. Les conseils sont aussi d'ordre pratique, et ça c'est intéressant pour la façon dont se comportaient les hommes du Moyen-Âge au XIVe siècle dans leur conduite de la guerre, avec les conséquences dramatiques des défaites cuisantes de Jean le Bon et d'Azincourt. Pas d'imprudence et pas de fanfaronnade inutile. Il ne faut pas, dans une bataille, se dépouiller de ses armes. Ce sont les contre-exemples qu'offre Hector. Hector fut trouvé en la bataille découvert de ses armes et l'or fut oxy. Ou l'exemple de Ajax qui combat déraisonnablement un bras découvert et sans bouclier. Et on entend à travers ces exemples en contrepoint les défis de prouesse que se lancent certains chevaliers de son temps. Et l'intérêt que Christine manifeste pour l'art de la guerre, son sentiment que de tels conseils sont utiles aux princes de son époque dans l'affrontement qui les oppose de manière continue, nous sommes à l'époque de la guerre de 100 ans, à l'Angleterre, trouve leur aboutissement dans sa rédaction en 1410 de son livre des faits d'armes et de chevalerie, et donc qui est un manuel de stratégie militaire, alors dont elle emprunte les éléments à d'autres textes, mais qu'elle rédige et qui soit beaucoup surpris à un point tel que quand le manuscrit est copié en Angleterre, on fait disparaître et le nom de Christine de Pisan et tous les accords au féminin, c'est-à-dire ça n'est plus une femme qui enseigne l'art de la guerre, c'est un il anonyme. Et ces conseils sur la stratégie militaire, ils sont déjà présents, mais disséminés dans l'épître
Othéa. Ce qui fait qu'on voit bien comment cette épître est une sorte de semence. Il y a en gerbe dans l'épître Othéa toute une série de directions que Christine va prendre en fonction de l'évolution de sa carrière auprès des nobles. Alors, ça, c'était les armes. Quel rôle doit jouer l'amour pour le jeune chevalier? Alors, Christine ne répudie pas l'idée que le dieu d'amour s'accorde au dieu de bataille. C'est l'histoire 47 qui est illustrée dans le manuscrit de Beauvais. Mais il doit s'agir alors du jeune dieu d'amour, Cupidon, et non de sa mère Vénus. Cette dernière, Vénus, est toujours attachée à la luxure. Elle est rejetée à l'histoire 7 de Vénus ne fait ta déesse, et quand sont évoqués les amours adultères de Mars et Vénus, c'est l'histoire 56 qui est illustrée, c'est pour en tirer le conseil que le bon chevalier ne doit pas s'oublier dans les délices et se laisser surprendre comme Mars et Vénus ont été surpris par Phébus, le soleil, à savoir l'arrivée du jour. Paris, qui a mal jugé en choisissant Vénus, n'est pas le modèle donné aux jeunes chevaliers. Paris, dont il est dit à l'histoire 75, il ne fut mis conditionné aux armes, mais du tout à l'amour. Paris n'était pas du tout fait pour les armes, mais complètement pour l'amour. C'est une position très forte de se désolidariser en quelque sorte de la part de Christine du rôle d'un personnage comme Paris et de son fameux jugement. Othéa prône donc la déesse un amour mesuré, pas d'amour-passion, pas de folie amoureuse. Il y a une formule que j'aime beaucoup, rends Hélène si on te la demande, déclare sans embâche Othéa à l'histoire 43. Donc pas de guerre pour une femme. Tous les exemples d'amour célèbres et tragiques sont convoqués et ne sont convoqués que pour des conseils pratiques hostiles à l'amour ou sans lien avec lui. L'exemple de Pyrame et Thisbé donc aboutit à un conseil de prudence, ne pas croire sur des indices non vérifiés. Donc la guimpe, le voile taché de sang ne signifiait pas que Thisbé avait été dévoré par le lion. Donc on a cru trop vite. La glose de l'aventure de Ceyx conclut que le bon chevalier ne doit pas mettre en périlleux voyage lui et ses amis. Et enfin, par exemple, l'histoire de Léandre et les héros, donc les deux amants, se termine sur la recommandation « Il ne faut pas aimer son plaisir au point de mettre sa vie en danger ». Vous le voyez, ces conseils n'ont rien de chevaleresque, mais ils enseignent une morale raisonnable, une morale de bon sens. L'amour-passion est disqualifié et c'est là où intervient le troisième terme qui caractérise Christine de Pisan, le savoir ou la sagesse. Les deux ne font qu'un pour Christine. Cet ajout d'un nouveau champ dans les qualités requises du jeune chevalier est exprimé avec force par le dédoublement de Minerve en deux puissances, Minerve et Pallas. Minerve en tant que déesse des armes, Pallas en tant que déesse du savoir. Elle commente même, Christine, assez longuement ce dédoublement. Et doit-on savoir que Pallas et Minerve est une même chose si elle nommait Minerve à ce qui appartient à chevalerie et Pallas en toutes choses qui appartiennent à sagesse. Les valeurs de savoir et de sagesse sont réparties entre les héros masculins et féminins donnés en exemple, héros civilisateurs, inventeurs d'alphabet, comme Cadmus du côté des hommes ou Io du côté des femmes, héros qui illustrent la connaissance et la préscience des secrets de la nature avec des devins comme Amphiaraos ou Hélénus, ou des prophétesses comme Cassandre, et dont il est dit, par exemple pour Cassandre, Mout fut de grand savoir Cassandre. C'est une telle sagesse
qu'illustre à son niveau humain Andromaque, averti par son rêve. Donc, il y a mis en scène un conflit de la sagesse et de la guerre. Tous ces sages essayent en vain de détourner les puissants du combat. On voit bien l'application qui peut être faite dans l'enseignement que Christine adresse à un jeune prince des années 1400. Amphiarus avertit le roi d'Argos Adraste de ne pas marcher sur Thèbes. Hélénus conseille de ne pas enlever Hélène. Andromaque voudrait empêcher Hector de participer à la bataille où il trouvera la mort. Un exemple pourtant unit les valeurs du chevalier et du sage, et c'est un exemple qui est réparti sur 2 histoires. C'est celui de Persée, histoire 5, histoire 55. Persée est un chevalier vaillant qui a délivré Andromède du monstre marin, comme un bon chevalier errant, dit Christine. C'est un chevalier non seulement vaillant, mais c'est un chevalier avisé. Il a vaincu la Gorgone non par son seul courage, mais aussi par son intelligence. Il a évité le regard du monstre en se servant de son bouclier comme d'un miroir. La glose 55 peut conclure l'exemple de ce conseil: suis les sages et étudie en leurs livres et te mire, donc te contemple en leurs faits. Il ne faut pas opposer les chevaliers aux clercs, ainsi que le dit un contemporain de Christine, Eustache Deschamps, les chevaliers ne doivent pas avoir honte d'être clercs. C'est en fait l'enseignement qu'elle travaille de Charles V, qui n'est plus malheureusement la politique que suit Charles VI. Donc, des armes réfléchies, un amour mesuré, la sagesse constituent le nouveau blason du jeune chevalier. C'est dans ces 3 domaines que s'exerce l'essentiel de l'enseignement de la déesse Othéa, qui dispense aussi des conseils pratiques pour le jeune noble du XVe siècle. Il porte sur les divertissements permis aux jeunes chevaliers et sur ses comportements. L'exemple d'Achille, découvert alors qu'il avait été caché par sa mère, déguisé dans une abbaye de nonnes, permet de rappeler l'habitus viril souhaité pour les hommes. Les chevaliers doivent être plus enclins aux armes qu'aux cointeries mignottes qui appartiennent aux dames, qu'aux parures jolies qui appartiennent aux dames. Mais l'homme courageux n'a pas besoin de relever des défis sans nécessité. C'est par exemple l'exemple d'Atalante. Et en ce qui concerne les plaisirs de la chasse, 2 exemples mettent en garde le jeune noble contre les dangers. Il s'agit de l'exemple d'Adonis, tué par le sanglier, et d'Actéon, transformé en cerf par Diane et dévoré par ses propres chiens. La morale qui en est tirée, dans l'un et l'autre cas, met en garde contre l'oisiveté. L'oisiveté engendre ignorance et erreur, conclut la glose de l'exemple d'Actéon. Les jeux de société, tels les échecs, dont Ulysse serait l'inventeur, sont tolérés en temps de trêve et de fête. Othéa, en revanche, est plus critique en ce qui concerne la pratique des instruments de musique. Cette activité n'est pas en rapport avec le métier des armes. L'exemple d'Orphée sert de support à cette mise en garde dans des termes très forts: trop ne t'assotte de la lyre d'Orphée. L'interdit est commenté en ces termes: il n'affière aux fils de chevalerie, eux amusés en instruments, ne autre oisiveté. Le verbe assoter est violent. Il revient 4 fois dans le seul exemple d'Orphée, et Christine l'emploie aussi pour dénoncer l'amour-passion et en fait toute subjugation de la raison par les sens. Ces conseils révèlent-ils, je crois que oui, la crainte d'un amollissement de la noblesse à la cour de Charles VI? Je crois que oui, parce que les témoignages des chroniqueurs et les reproches des moralistes de l'époque
sur le jeu précisément, sur les femmes, sur les nuits passées à boire, suggère bien une telle dérive. Quelle place Christine de Pisan accorde-t-elle aux femmes dans l'Épître ? Je crois que le point principal, puisque l'Épître n'est pas un texte de défense des femmes, c'est un texte d'enseignement pour un jeune homme, mais le point principal qui montre l'intérêt de Christine pour la promotion et la défense de la femme, c'est d'avoir fait passer l'enseignement du jeune homme, enseignement qui comporte donc toute une dimension guerrière, par la bouche d'une femme, certes une déesse, mais dont le principe essentiel est de rappeler que l'on peut apprendre même d'un enfant, même d'une femme. Et c'est l'exemple 100, clausule remarquable du recueil, qui justifie l'entreprise en invoquant l'exemple de la Sibylle de Cumes, dans le cas de Christine, qui a révélé à Auguste la naissance de Jésus-Christ. Et Christine d'affirmer avec Hermès: ne te sois point honte de ouïr vérité et bon enseignement, qui que l'a dit, quel que soit celui qui la dise, car vérité anoblit celui qui la prononce. Très belle formule, une formule extrêmement forte dans cette idée d'une promotion de la femme. Elle avait annoncé le thème à l'Histoire 88 avec le rêve d'Andromaque concluant la glose de la sentence, car à la fois peut l'ignorant aviser le sage, et Christine donne des exemples de tout type de femmes, des femmes guerrières avec les Amazones, Pentésilée par exemple, Taméris, des femmes nourricières telles Cérès ou Isis, des femmes savantes telles Io, ou Cléopâtre, qui enseigne la médecine à Gania. Elle ne cache pas les exemples de femmes coupables, Médée par exemple, femme de science, mais même s'il s'agit d'une science sulfureuse, la magie est égarée par sa passion, Ino, mais à chaque fois, elle modère les critiques en disant « ne veux lire en ton école que telle soit toute femme ». C'est-à-dire pas de généralisation. C'est pas parce que Pasiphae est un mauvais exemple que toutes les femmes sont comme Pasiphae. Et Christine marque une dévotion particulière que l'on peut suivre dans l'ensemble de son œuvre, non seulement dans l'Épître aux Théas, mais jusqu'à ses derniers textes, donc une dévotion particulière à Diane, déesse de la chasteté. Et ce n'est sans doute pas un hasard si c'est cette miniature qui a été enluminée dans le manuscrit de Beauvais. Donc, je vous le rappelle, dans le manuscrit de Beauvais, toutes les illustrations ne sont pas réalisées. Celles qui le sont au trait, à l'encre noire, et une est enluminée, et c'est celle qui représente l'exemple de Diane. Donc, Christine même l'a fait apparaître, Diane, dans des endroits où sa source mentionne une autre déesse. Il y a donc véritablement une dévotion particulière, un intérêt particulier, une mise en valeur particulière pour la déesse Diane et pour la question à la fois de la chasteté et de l'enseignement. Donc, en 1399, en 1400, moment où Christine écrit l'Épître aux Théas, Christine de Pisan est au seuil de sa grande entreprise de défense et de promotion de la femme. La querelle du roman de la Rose, qu'elle initie en attaquant les auteurs qui ont eu du mal des femmes, date des années 1401-1402. Donc juste après l'Épître, Christine se lance dans l'écriture de lettres, là aussi, mais nommément adressées à des fonctionnaires royaux qui ont été des anciens collègues de son mari, et où elle attaque le modèle par excellence du clerc, qui était Jean de Meaux. Et ces auteurs peuvent donc être anciens, les auteurs qu'elle attaque, comme Ovide, ou modernes, comme Jean de Meaux. Son grand livre de défense de la femme, où elle imagine une cité accueillant et protégeant les femmes, est lui de 1404-1405, et c'est la Cité des Dames, qu'elle construit en 3 parties, sous la gouverne de 3 vertus, raison, droiture et justice.
elle creuse les fondations avec les reines, les femmes guerrières, les Amazones, Sémiramis. Elle élève les murs avec les Sibylles, à savoir les femmes savantes, et elle peuple les hautes tours avec les saintes, et un certain nombre de ces femmes apparaissent dès l'épître aux Théas, les Amazones par exemple, ou encore Io ou Cassandre. Donc il y a vraiment avec l'épître aux Théas un tournant dans l'écriture de Christine de Pisan, depuis ce qu'elle appelait des choses légères, qui étaient la poésie d'amour, de cour, les rondeaux, les ballades, et puis cette poésie d'intervention dans la société avec ce livre d'enseignement pour le jeune prince, ou d'intervention dans la société par la défense de la femme. L'Épître aux Théas, donc, est un texte tout à la fois savant et séduisant, qui est un plaisir de l'œil et de l'esprit, et qui a eu un énorme succès. On en connaît plus de 50 manuscrits, ce qui, pour le Moyen-Âge, pour un manuscrit en français, est énorme. Si je donne quelques éléments de comparaison, on connaît 87 manuscrits du Trésor de Brunet-Latin, donc qui est une somme, une encyclopédie, et 300, qui est le succès de l'époque, du Roman de la Rose. Mais donc avec ces 50 manuscrits, l'Épître aux Théas arrive dans un très très bon rang. En plus, l'Épître aux Théas a été traduite en anglais dès le XVe siècle, et par 3 fois, et elle a donc une des traductions est précisément sous le titre Cent histoires de Troie, et elle est passée très rapidement à l'imprimerie. Donc tout signe d'un succès évident. Alors, voilà mon petit tour d'horizon, mais des points obscurs restent à élucider. Pour qui le manuscrit de Beauvais a-t-il été réalisé? Je vous ai dit, c'est une anthologie, il nous manque le début, donc pas de nom de Christine, pas de nom de dédicataire, il nous manque la fin. Les 2 textes qui nous restent sont des textes qui ont été lus, qui ont eu du succès, et le dernier du succès dans l'éducation de la femme, le premier donc pour l'éducation du jeune homme. Que contenait d'autre cette anthologie rassemblée, donc semble-t-il, autour de la mission de Prudence? Parce que quand vous verrez le manuscrit, enfin, vous verrez plutôt quand les pages tournent, on voit très bien qu'il a été dépecé, qu'on le prend et qu'il y avait un avant et un après, que malheureusement on ne connaît pas. Donc c'est un premier point. Et comment, de l'abbaye bénédictine de Saint-Germer de Fly, où le manuscrit se trouvait jusque là, vers la fin de 1792, donc nous sommes en plein moment de la Révolution, comment depuis cette abbaye est-il arrivé à la bibliothèque de la ville de Beauvais? Pour le moment, je n'ai lu encore aucune étude qui résolve, qui s'intéresse même à ce point. Alors, pour le bonheur des érudits et des chercheurs, l'Épître aux Théas de Beauvais ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Je vous remercie. Vous avez évoqué au début de votre présentation le fait que Christine de Pisan a écrit de manière quasiment contemporaine des enseignements destinés à son fils. Est-ce qu'il y a des différences importantes dans les conseils qu'elle destine à son fils et dans les conseils qu'elle destine à un prince? Pour le contexte général, c'est les mêmes choses, mais avec pour le fils des enseignements plus pratiques, enfin qu'elle n'oserait pas dire à un prince, par exemple. Elle dit à son fils, ne bats pas ta femme. Mais si vous voulez, ne bats pas ta femme, on pourrait le déduire de tout ce qu'elle dit sur ce qu'il dit au prince, la façon de traiter des femmes, mais pas dans cette façon, maternelle et familière. Donc c'est très très intéressant qu'elle ait choisi, que ce soit à la même époque, qu'elle écrive parallèlement à son fils, donc Jean de Castel, et là il a bien 15 ans, enfin on est bien, et puis à ce prince hypothétique, mais il y a le roi a eu beaucoup d'enfants, enfin ils meurent tous en bas âge, Louis d'Orléans, le frère du roi aussi, donc à ces jeunes princes possibles, mais qui n'ont pas 15 ans au moment en 1400, mais qui sont des récipiendaires possibles de l'enseignement. Et c'est la même chose, la forme pour le fils, c'est des quatrains.
Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple, alors que pour le prince, on a les petits quatrains extrêmement simples, ne fais pas, fais ceci, fais, comme pour le fils, mais les grands commentaires moraux et allégoriques. Donc tout d'un coup une ampleur qui convoque de l'histoire ancienne, qui convoque la Bible. La mise en parallèle est assez fascinante. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une. À propos des illustrations, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui les réalisait et quelle était la part prise par Christine de Pisan dans la conception de ces illustrations? Alors, ce qui est très intéressant dans le cas de Christine de Pisan, c'est qu'elle s'est intéressée à la mise en page et donc à l'illustration aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de textes multimédia de ces manuscrits, et que elle avait des enlumineurs attitrés. On a dit quelquefois, et c'est sans doute vrai, qu'elle avait une sorte d'atelier où elle faisait, parce qu'elle a énormément, en l'espace que je vous ai dit, c'est un espace de temps restreint, 1400-1418, et puis elle reprend la plume en 1429, mais elle écrit énormément, c'est des milliers de vers et de pages de prose, et donc elle donne des indications à ces enlumineurs, et on en connaît certains, dont certains sont de grands talents, sont magnifiques. Elle nous parle même de manière plus spécifique d'une femme qui a enluminé pour elle certains de ses manuscrits, mais pour les bordures, ce qu'on appelle les champagnes, les choses faites avec des bordures de fleurs, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle a surveillé, qui l'intéresse. Ces manuscrits font partie des plus beaux enluminés. Très souvent, on désigne des peintres dont, vous savez, on ne sait pas toujours le nom, par manuscrit de La Cité des Dames ou manuscrit de telle et telle œuvre de Christine de Pisan. Pour la technique qui est employée ici, donc ce manuscrit de Beauvais, je ne sais plus lequel montrer, le vrai ou le numérique, le manuscrit de Beauvais n'est pas enluminé, et il n'a pas été contrôlé par Christine, mais il est intéressant parce que la technique de la peinture d'encre est assez rare. Et là, on a un très très bel exemple de cette technique dans le manuscrit de Beauvais. C'est un manuscrit vraiment attachant, intéressant pour des tas de choses, parce que tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on devrait pouvoir un jour savoir, et puis tout ce qui n'est pas... C'est pas le plus beau des manuscrits de Christine, mais c'est vraiment un manuscrit intéressant. Si plus beau, c'est difficile. D'ailleurs, c'est un jugement. Ce n'est pas celui dont l'enlumineur est le plus célèbre, disons. Mais plutôt pour la bibliothèque, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres richesses comme ça? Alors oui, il y a des incunables médiévaux, et puis nous avons des manuscrits de chaque période. Voilà, alors ça n'est pas une bibliothèque patrimoniale classée, mais il y a quelques trésors, oui. Après, c'est la pièce la plus remarquable sur le plan de la valeur nationale, mais on a aussi des pièces très importantes pour l'histoire locale de Beauvais, notamment les buquets au cousteau, qui sont l'œuvre d'érudits du XVIIIe siècle qui ont rassemblé des manuscrits sur l'histoire de Beauvais. Et là, c'est une pièce unique. Alors, sur rendez-vous, voilà, dans des conditions précises, mais... La numérisation? Alors, sur le site des médiathèques, tout à fait. Et sur l'Armarium également. C'est le site de l'Agence régionale du livre. On le trouve avec un autre type de consultation. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les deux supports. L'Armarium. Voilà. Madame Thiel. Oui, je vous remercie beaucoup pour votre conférence extrêmement intéressante. Vous avez dit donc que ce livre faisait partie de la bibliothèque des bénédictins de l'abbaye de Saint-Germer-de-Fly. Et donc, si j'ai bien compris, il a été amené par les bénédictins, vous avez dit en 1791, au moment de la Révolution française, Oui. il a été amené ici pour être protégé. Oui. Et il se trouvait donc dans la bibliothèque de l'hôtel de ville. Oui. Mais comment était-il arrivé dans la bibliothèque de Saint-Germain-de-Side? On ne sait pas non plus. Là, il nous manque un petit chaînon. Et qui de ces bénédictins fait le geste de le donner à la municipalité de Beauvais? On ne sait pas non plus. Et ça, peut-être qu'on pourrait arriver à le savoir en faisant des enquêtes quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Sinon, je vous invite à vous approcher, si vous le souhaitez, du manuscrit pour le voir d'un peu plus près.